Les sargasses envahissent Goyave. Que fait le maire de Goyave? Quels sont les moyens mis en place? Eh bien, pour y répondre aujourd'hui, nous recevons Monsieur Ferdi Louisi, maire de la commune de Goyave et président du Parc national de Guadeloupe et vice-président de l'Agence française pour la biodiversité. Et c'est tout de suite, c'est maintenant et c'est dans Face à la presse. Bonjour à tous, vous regardez ETV, vous nous écoutez peut-être sur EFM RTL. Cette émission est faite en partenariat avec le France-Antilles. Nos confrères de la presse écrite sont présents. Parmi nous aujourd'hui, André-Jean Vidal, rédacteur en chef des magazines de France-Antilles, ainsi que Blaise Menjiwa, journaliste à ETV, EFM RTL. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Cette semaine, nous recevons, comme je le disais il y a un instant, le maire de Goyave. Bonjour, monsieur Ferdi Louisi. Bonjour. Bienvenue ici dans les plateaux et les studios d'ETV. Merci de votre invitation. Et on va tout de suite démarrer les questions face à la presse. Je vais commencer par la première question, si vous le permettez, messieurs. Permettez-moi de vous demander si vous pourriez, s'il vous plaît, rappeler votre parcours politique. Alors, mon parcours politique, il n'est pas très compliqué. Je suis arrivé en politique en 1995 sur la liste qui était conduite pour les élections municipales de 1995, sur une liste conduite par François Louisi, qui a été pendant plusieurs années maire, sénateur, maire de Goyave et sénateur de la Guadeloupe. Et ensuite, ce faisant, je me suis retrouvé à être élu conseiller général en 2004. Ensuite maire de Goyave en 2008 et renouvelé dans mes mandats à chaque fois. Aujourd'hui, je n'ai qu'un mandat électif, c'est celui de maire de Goyave. Vous êtes expert comptable aussi, on le rappelle. Expert comptable de profession. Profession. Donc installé à Jarry, et que j'exerce toujours. Vous exercez toujours ce métier. André-Jean Vidal, une question de France-Antilles. Vous êtes au PS ? Je n'ai jamais été encarté. Ah, vous n'avez jamais été encarté ? Jamais été encarté. J'ai toujours eu une sensibilité de gauche, socialiste et progressiste. Donc apparenté PS, si on peut l'appeler ainsi, mais je n'ai jamais eu à prendre une carte de parti politique. De toute ma carrière politique, je n'ai jamais fait ça. Pourquoi ? Je ne sais pas, parce que les circonstances ont voulu que ce qui m'intéressait, c'était d'agir, de travailler, et je n'ai pas vu la nécessité d'avoir une carte de parti. Ça n'a jamais gêné ma vie politique, ça n'a jamais gêné non plus les appareils de parti, puisque souvent ils s'appuyaient sur moi pour faire avancer un certain nombre... Ils vous ont soutenu chaque fois, de toute façon. Pour le soutenir. PS vous a soutenu bien sûr. À chaque voilà, mandat. parce que comme vous êtes apparenté, forcément ils vous soutiennent. Mais quand vous n'êtes pas dans un parti politique, vous ne pouvez pas être désigné par le parti. Vous pouvez être soutenu par n'importe quel parti politique. C'est tout à fait suffisant. Oui, en l'occurrence. Blaise Menjiwa, une question. Précisément, n'étant pas encarté au Parti socialiste, est-ce que vous pouvez nous dire, puisque vous vous définissez vous-même comme progressiste de gauche, quels sont les rapports, quel est l'état de vos rapports avec le président de la région, qui est, lui, quelqu'un de la France en marche ? Oui, le président de région, en tant qu'individu, c'est pas la France en marche, c'est M. Chalus. Oui. Et donc les relations sont cordiales, franches et puis constructives, dans la mesure où la région est un partenaire incontournable pour une commune ou comme pour d'autres collectivités. Donc ce sont des relations de travail, comme j'en ai eu avec tous ses prédécesseurs. Donc, alors, on va revenir un peu en arrière. Quels sont vos rapports avec le PS, notamment M. Lurel aujourd'hui ? Comme je vous ai dit, je n'ai jamais été encarté au PS. Donc les relations d'hommes restent toujours les mêmes. Nous sommes des êtres humains. En revanche, je n'ai jamais été encarté au PS. Donc, attendez, juste une dernière. Bon, on en aura fini. Ferdi Louisi, c'est une dynastie à Goyave. Hein ? Non. Et François alors, la dynastie, comme on la considère, on dit souvent, c'est filial. François Louisi, on peut adopter entre guillemets un neveu et puis le pousser. Oui, voilà. Enfin, je n'ai pas été adopté. J'ai été reconnu par mon père. Politiquement. On a toujours besoin d'un certain nombre de repères. Et c'est vrai que quand vous reconnaissez le travail de sagesse qu'on a considéré à François Louisi pendant des années, le travail qui lui a valu d'être sénateur de la Guadeloupe. Donc ce sont des valeurs socialistes et humanistes que j'apprécie et que
que j'adopte. Et il Si on doit n'empêche, parler d'adoption. Ferdinand Luisi, quand même, les privilèges ont été abolis en 1789, mais bon, on constate quand même qu'il y a une dynastie Luisi à Goyave. Il ne peut pas y en avoir, parce que là, on va revenir un peu sur le passé. Quand mon oncle est décédé, je n'étais pas élu. Donc, j'ai été élu maire en 2008 et il est décédé en 2007. Donc, on ne peut pas parler de dynastie. Donc, j'ai construit ma vie politique. J'ai pris des repères et j'ai travaillé comme ça. Et donc, j'ai été légitimé par une population qui voulait de moi et non pas être élu sur une liste et ensuite on me transmet le flambeau. Non, non, je menais mes batailles politiques avec âpreté, motivation et conviction. On va parler un peu de sargasses. À cause des fortes odeurs de sargasses dans votre commune, 4 écoles ont été fermées. Que comptez-vous faire ? Alors, on a fermé une école de 4 classes. Et, une école entière. Une école entière qui était à proximité. C'est l'école de Christophe, qui était à proximité au bord de mer, du littoral. Et donc, que le transfert a été fait ce matin. Donc, j'ai eu droit à une aide d'honneur des enfants et des parents parce qu'il me semblait important, compte tenu de ce phénomène que nous vivons, de l'inertie de l'État en la matière, il fallait agir. On fait beaucoup de réunions sur le problème des sargasses, beaucoup de réunions. Mais moi, quand je fais des réunions, c'est pour allier action, efficacité. Et pour le moment, les actions, on ne les voit pas vraiment venir, les bonnes, et encore moins d'efficacité. Donc j'ai pris les choses en main en prenant mes responsabilités, en appliquant le principe de précaution, en fermant cette école, en informant les parents. Donc le transfert a eu lieu avec des travaux pour adapter les nouveaux établissements. Donc tout a été fait. Qu'est-ce qui n'est pas adapté dans cet établissement ? Par exemple, il fallait transférer. On a récupéré l'école de Christophe, qui est une classe élémentaire, c'est-à-dire de la classe de CP jusqu'à la classe de CM2, pour les mettre dans une annexe d'une école maternelle. Donc il fallait changer le mobilier et ensuite adapter les sanitaires, puisque les enfants d'école maternelle n'ont pas les mêmes équipements sanitaires que les enfants d'école élémentaire. Donc tout ça, ça a été fait en un week-end, c'est-à-dire vendredi, samedi, dimanche, et je tiens à saluer et remercier le personnel communal qui s'est beaucoup donné, ainsi que les entreprises prestataires de Guadeloupe qui ont accepté de jouer le jeu en travaillant sous les jours dits fériés, samedi, dimanche. C'est une vraie performance. Une vraie performance, et qui, comme tout ce qui se fait dans l'urgence, on ne peut pas avoir une perfection, mais c'était suffisamment perfecté pour permettre qu'il y ait des conditions d'accueil normales des enfants. C'est ce que nous avons fait. Au niveau de l'école de Christophe, tout s'est bien passé. Au niveau de l'école maternelle, il y a des enseignants qui ont souhaité avoir un peu plus de temps. Et ça, c'est le problème du rectorat. L'aspect pédagogique relève du rectorat. Mais nous, les engagements que nous avions pris, les conditions matérielles et logistiques, on les a remplis à 100%. Quel coût ça a pour la commune ? Alors, ça représente un coût qui est situé entre 50 000 et 70 000 euros. Ce déménagement. Juste pour le déménagement. Pour le déménagement et pour les travaux de mise aux normes et d'adaptation. Mais je l'ai dit aux parents d'élèves, je l'ai dit à monsieur le recteur dans un courrier, face à la santé d'une population, je ne regarde pas le coût. Là, on parlait de vie humaine et qui plus est sur un public sensible, le public des enfants. Ça fait des mois, des semaines et des mois qu'il y avait des désagréments à ce niveau-là. Les enfants tombaient malades. On ne connaît pas les raisons, l'ARS nous les donnera. Je ne mesure pas, je ne regarde pas les mesures de ppm de l'ARS. Je regarde une chose, c'est qu'une école est située à côté de la mer, remplie de sargasses. Les enfants font des nausées, font des crises, etc. Les parents sont venus me voir. Ma responsabilité, c'est de réagir et j'ai réagi. Et je ne le regrette pas. André-Jean Vidal, une question de France Antilles. Depuis plusieurs mois maintenant, la Guadeloupe est victime de ces sargasses. Comment qualifieriez-vous l'attitude de l'État ? C'est surprenant. Alors vous savez, moi, j'ai alerté l'État en décembre 2014. Le 8 décembre 2014, j'étais à Carthagène, on représentait le Parc national de la Guadeloupe, dans le cadre du programme des Nations Unies pour l'environnement. Qui est spécifié dans la Convention de Carthagène, et j'ai alerté la communauté internationale pour qu'elle puisse être mobilisée dans toute la mer Caraïbe, c'est-à-dire toute la Caraïbe et l'Amérique du Sud, parce qu'on savait que les sargasses venaient du Brésil. Donc je demandais à ce que des moyens soient mis en place, et on a pu introduire, grâce à mon action, le 8 décembre 2014, où je parlais au nom du gouvernement français, à Carthagène en Colombie, on a introduit cette recommandation de la conférence des parties pour qu'il y ait une mobilisation de la communauté internationale par rapport au phénomène sargasse. Aujourd'hui, on entend tout le monde en parler, mais la déclaration que j'ai faite, c'était le 8 décembre 2014, lorsque j'ai vu les premiers effets importants. La crise de 2014 était plus forte
que celle de 2011 en termes d'échange de sargasses. Donc, je suis parti à Carthagène et ça a été inscrit. 2 ans après, à Miami, toujours dans le cadre de la conférence des parties de la Convention de Carthagène, l'association des pêcheries de la Caraïbe, c'est-à-dire l'ensemble des marins pêcheurs de la Caraïbe, s'est réjoui que les travaux ont suffisamment avancé en matière de connaissance pour l'origine du phénomène, en matière de dispositions à prendre au niveau des pays pour protéger l'économie, pour préserver la ressource halieutique. Et donc, on a fait cette déclaration à Miami pour dire on continue. Et dans le cadre de cette convention de Carthagène, les pays ont dit on va continuer à faire. Et ça a été même au-delà, puisque en novembre 2016, à Miami, l'association des pêcheries de la Caraïbe a dit mais on a déjà des modèles, mettons-le, mutualisons, donnons ces modèles à d'autres zones de la Caraïbe, d'autres îles qui ont peut-être moins de moyens, pour leur permettre de commencer à gérer cette crise sargasse. Parce qu'on savait qu'on serait arrivé là. Et ces informations-là, la France les avait. La France les a eues par le biais du canal diplomatique, puisque j'étais accompagné dans ma mission à la fois à Carthagène en décembre 2014 et à Miami en novembre 2016, par des fonctionnaires de l'État, ministère des Affaires étrangères et ministère de l'écologie. Donc tout est dans les rapports. Ces rapports, je peux vous les tenir à disposition et vous verrez toutes les recommandations qui ont été faites dans le cadre de la conférence des parties à la Convention de Carthagène. Mais il ne se passe rien. En tout cas, ça s'est passé à la Caraïbe. Oui. Ça a bougé. Alors, ce qui était difficile au départ, c'était de trouver des moyens financiers pour donner aux scientifiques, pour avoir une connaissance, c'est de trouver des moyens financiers pour lancer des appels à projets, pour trouver des équipements pour lutter contre les sargasses. Et regardez que la problématique venait, et même éventuellement faire des interventions auprès des agriculteurs, parce qu'on sait que ça vient de l'Amazonie. Il y a aussi la mer des sargasses. Comment faire pour contourner tout cela? Donc, il y a une forte mobilisation internationale. Alors, aujourd'hui, on dit qu'il faut que la Caraïbe se mobilise, mais la Caraïbe est mobilisée. Depuis la déclaration que j'ai faite en décembre 2014, la Caraïbe s'est déjà mobilisée sur ce phénomène. Blaise Menjiwa, une question de FM RTL. On sait donc les conséquences de ce phénomène des sargasses, mais pourquoi on a ce sentiment d'improvisation et de manque d'anticipation de l'État face à ce phénomène des sargasses sur nos territoires? Très sincèrement, je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi on fait à qui mieux mieux. Au niveau de l'État, il appartiendra au préfet de région, à la ministre des Outre-mer ou au ministre de l'Écologie de pouvoir répondre à cette question d'improvisation. On ne les entend pas. D'accord ? Voilà. Moi, pour ma part, oui. Lorsque j'ai vu ce phénomène en 2014, à mon retour de Carthagène, on a décidé de régler le problème de l'école de Christophe. Avec le conseil municipal, nous avons lancé le projet de construction d'une nouvelle école à l'intérieur des terres, bois sec, pour éloigner l'école de Christophe de cette zone d'exposition au risque naturel, de risque de tsunami, de glissement de terrain, et avec le nouveau phénomène sargasse. Donc on a pris la décision de lancer ce projet. Et l'école va être livrée, donc le chantier démarre cette année, l'école sera livrée dans 24 mois. Donc on a anticipé les choses. Parce que je leur ai dit, vu les échanges que j'ai eus avec les pays de la Caraïbe, ce phénomène-là, il va durer, il va s'amplifier, il va s'intensifier. Et on nous parlait, à l'époque, les scientifiques nous parlaient de l'effet d'El Niño, de la Niña, qui crée des phénomènes de sable qui venaient du Sahara également, et qui renforçaient les choses. Un dérèglement climatique, tout le monde est conscient de ça, mais le dérèglement climatique, ce n'est pas les ouragans. Ce dérèglement climatique, il prend plusieurs formes. Et aujourd'hui, on doit avoir la connaissance, c'est ce qu'on a demandé à la plupart des scientifiques au niveau de la zone Caraïbe, de toute la mer Caraïbe, et ce qu'on demande à l'État français, c'est, même si Paris est éloigné de la Caraïbe, mais de tenir compte de ce qui est fait par les Caribéens qui ont une connaissance de leur milieu. Et c'est là où je trouve que l'État pêche. Et je leur ai déjà dit cela. J'ai fait des interventions au niveau de l'Agence française pour la biodiversité. Vous l'avez dit tout à l'heure, je suis vice-président de l'Agence française pour la biodiversité. Le travail, il est fait. En revanche, ce que je dis à M. Hulot, c'est qu'il faut qu'il réponde, qu'on ait des actions concrètes sur le terrain. Bon, là, Pourquoi ça tarde à venir? J'ai fini de m'occuper de la communauté. C'est une question d'argent. Voilà, c'est pas compliqué. Lorsqu'on met 55 millions pour les algues vertes en Bretagne et qu'on met 1,5 million pour les sargasses sur l'ensemble des Antilles, vous voyez bien la mesure et la différence. Bon, après, c'est la responsabilité de l'État. C'est l'État qui fait, qui gère la même superficie également. Et non, là, on parle d'océan. Là, vous me parlez d'une baie en Bretagne. Ah, vous me parlez d'une baie. Bretagne. Oui, voilà, la Bretagne. 97%
des espaces maritimes français se trouvent en Outre-mer, pas sur le littoral français, hexagonal. Absolument. Donc ramenons les choses à leur proportion. 80% de la biodiversité nationale se trouve en Outre-mer. La France a sa force maritime grâce à l'Outre-mer. Monsieur Ferry, vous dites tout à l'heure que 55 millions de francs, 55 millions d'euros ont été débloqués pour les algues vertes en Bretagne. Et aux Antilles, à peine 1,5 million. 1,5 million. Je crois. Est-ce que vous, en tant qu'élu, est-ce que des éléments comme ça ne sont pas des éléments qui nourrissent le ressentiment des ultramarins lorsque les problèmes se posent et qu'il y a cette différence de traitement? Oui, ça crée un sentiment d'injustice. Et on a l'impression que la nation qui est une et indivisible, fraternité, égalité, liberté, il y a une politique à deux vitesses. C'est vrai que la France vous dit que l'outre-mer, ça coûte. Mais finalement, dans les positions que j'ai, là où la France m'a demandé de la représenter dans les conférences internationales, Oui. elle était fière de dire que c'est un ultramarin qui va parler de tout ce qui est, toute la puissance économique de la France. Je l'ai dit la dernière fois lorsque M. Édouard Philippe est venu en visite, je lui ai dit il faut connaître la force de la biodiversité pour un développement économique. Tout le monde le sait. Et cette biodiversité, à 80%, je me redis, elle est en Outre-mer. Donc, si la France dit que l'Outre-mer, c'est une chance, donnez à cette chance la possibilité de continuer. Et on va solliciter l'État, il y aura des procès, peu importe. Mais moi, quand je vois qu'il n'y a pas d'action, j'agis. J'ai géré ma commune pour qu'à chaque fois, on puisse avoir la possibilité de protéger la population. On vient de s'occuper des écoles. Maintenant, bientôt, dans le plan communal de Sargasses, nous allons décliner auprès de la population. Et vous serez informés des actions que la municipalité va conduire auprès des populations exposées par rapport à ce phénomène Sargasses. Quid de notre région, du département, pas seulement de la commune de Goyave? Qu'en est-il pour toute la région Guadeloupe? Alors moi, je suis Sur solidaire. cette question des Sargasses. Je suis solidaire avec les maires qui vivent ce que moi je vis. Je suis solidaire et je comprends aussi les difficultés de certains maires de ne pas pouvoir faire face à une telle situation parce qu'il faut des fonds importants. Mais il faut de la méthode. Et si on avait mis dès le départ une méthode globale sur la gestion de cette sargasse, et si on avait considéré le phénomène sargasse comme une crise, comme lorsqu'on a un ouragan, comme lorsqu'on a un tremblement de terre, comme lorsqu'on a une éruption volcanique, ça aurait été traité d'une autre manière. On n'a pas vu de problème. On se dit, oh, c'est épisodique. Moi, j'ai interpellé l'État, le gouvernement, le préfet, les présidents de collectivités depuis août 2017, lorsque j'ai terminé avec la crise de pollution de l'eau de Goyave aux hydrocarbures. J'ai écrit à tout le monde. J'ai mis une équipe en place après le passage de Maria et de Irma. On a mis une équipe en place depuis novembre 2017. Des agents communaux affectés à la propreté de la ville travaillent. J'ai embauché du personnel supplémentaire, utilisé le matériel de la commune depuis novembre 2017. Je ne suis pas surpris, moi, je ne suis pas en panique parce qu'on a géré les choses par anticipation. Quand j'ai interpellé l'État, que j'ai vu qu'il n'y avait pas de réponse en août 2017, moi j'ai pris les devants. Je ne veux pas attendre sur l'État alors que ma population souffre. André-Jean Vidal, une Mais question c'est grave ressentie. que vous, élu, qui n'est pas n'importe quel élu en plus, qui est président du Parc National, qui est vice-président de l'Agence française pour la biodiversité, on ne vous répond pas. Je ne suis pas parlementaire. Mais oui, mais Je vous n'êtes ne pas suis pas membre du parlementaire. gouvernement. Mais oui, mais Il y a une ministre des Outre-mer est-ce qui est ultramarine. que vous l'avez actionné Bien cette sûr. mise? Est-ce qu'elle vous a répondu? Ah, vous êtes obligé de me répondre. Oui, mais Parce que qu'est-ce si qu'elle vous ne vous me a- répondez est-ce qu'elle- pas, est-ce qu'elle je vous vous a adresse répondu? le même message par les réseaux sociaux. Qu'est-ce Vous qu'elle laissez vous a répondu? la force des Qu'est-ce qu'elle réseaux vous a sociaux. répondu? Que le dossier est suivi. Parfait, très bien. Voilà, le dossier Donc est suivi. on est Mais sauvé. c'est pas suffisant Est-ce que pour moi. M. Hulot, vous l'avez Je l'ai rencontré. actionné? Vous l'avez rencontré? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Oui, le dossier est suivi. Oui, ne vous inquiétez pas, monsieur le préfet s'occupe des affaires. Et, Parce que l'État- depuis, bien sûr, puisque le dossier est suivi, il y a eu des Il y résultats. a eu des actions. Il y a eu des résultats. Mais vous je êtes suppose. observateur. Vous êtes Non, il n'y a pas autant eu d'action. observateur que Il n'y a moi pas eu d'action. pour voir qu'il n'y a pas de résultat, des choses concrètes. C'est bien, Je veux on est dire, bien on a d'accord sur l'impression ça. que ça à tout va, c'est pas réfléchi, c'est pas coordonné. Moi, dans ma commune,
J'ai mis un plan. Oui. J'ai pas attendu le plan Sargasses Oui, vous, du on a- ministère. vous- pour vous- qu'on- non, mais Vous, chacun on a à son compris niveau. que vous Oui, êtes chacun avec le et vous pouvoir. avez fait au mieux. Avec et le vous avez pouvoir pris- que j'avais. Voilà, c'est ça, oui. Avec le pouvoir que j'avais. Donnez-moi un autre pouvoir, je vais agir Mais c'est- de manière plus ample. Est-ce qu'on peut dire que c'est la réaction du gouvernement, est-ce que c'est honteux? La réaction du gouvernement est tout à fait honteuse. Honteuse et scandaleuse? Absolument. Parce qu'on arrive à un point où on vous dit que, oui, mais pour l'instant, l'ARS dit il n'y a pas d'alerte, on n'a pas les conséquences. On a entendu la même chose. Mais il y a des médecins qui Sur, disent, il y a des médecins qui disent qu'il y a des problèmes d'asthme, de choses comme D'accord. ça. J'ai entendu pire que ça Mais oui. sur le dossier de la pollution de l'eau hydrocarbures dans ma commune. Et j'ai tenu bon. Ce que je demande aux élus, c'est de tenir bon, de poursuivre le travail qu'ils font. Mais pendant qu'on conteste, qu'on écrit, on agit aussi pour la population. Parce que la vie ne va pas attendre qu'il y ait sûr, une que non, grande c'est réaction sûr, c'est sûr. normale de la sûr, nation tout à fait. par rapport à ça. Et il y a un concours de circonstances, on a eu l'hôpital, on a eu les ouragans, mais peu importe. Il faut se prendre en main. Où quoi. il n'y a pas un chamboulement, un bouleversement climatique au niveau de la planète. Partout, 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 partout. Et il faut que la France ait conscience de cela. Et il faut que le gouvernement prenne le temps, non pas d'écouter les élus, mais d'entendre la population. D'entendre. On a d'autres crises qu'on va gérer. Mais aujourd'hui, le phénomène naturel, et regardez le combat que je mène depuis des années, toutes les interventions, toutes les mobilisations que j'ai demandées au niveau international, au nom de la France, pour la Guadeloupe, en tout cas, les autres pays ont bien utilisé ces alertes pour mettre tout de suite en application pour défendre leur territoire. Si la France considérait la Guadeloupe comme une nation à part entière, on n'en serait pas là. Arrêtez de considérer que l'outre-mer, c'est fini, les tropiques, les cocotiers, voilà. Les conflits de Vous faites suffisamment remonter mais je l'ai ces dit. attentes-là Je auprès le dis. des... Je le dis au point même où des fois dans des instances nationales, on peut me Très bien. traiter de poil à gratter, mais je le dis quand même. Acte et J'affirme pris de ce que vous haut déclarez. et fort et j'assume mes responsabilités. Et ce n'est pas la peine d'essayer de me faire peur. La peur, ça ne me concerne pas. La peur n'est pas une vision de l'avenir. Non, pas du Très tout. bien. Et encore moins une vision humaniste. On va parler un peu de logement. Où en êtes-vous avec le projet de logement de Sainte-Claire? Alors, lequel? Parce qu'il y en a deux projets de Bah, les logement deux, sur justement. Sainte-Claire. Alors, il y en a un, je ne sais pas si je peux nommer le nom du bailleur. Oui, bien il y en a un qui est piloté par la SIG et qui avance. Donc, le permis de construire a été accordé. Il y en a un deuxième qui sera piloté par la SPHLM de Guadeloupe et qui, maintenant, il leur manque un tout petit foncier pour pouvoir lancer leur projet et déposer leur permis de construire. En tout cas, je les accompagne parce que nous sommes entrés dans une démarche... Alors, comment vous les accompagnez, justement? D'abord, en leur donnant des autorisations, le permis de construire, en définissant avec eux le projet et en intégrant le projet dans la politique globale d'aménagement du territoire de la commune. Donc, ces projets-là ont été intégrés dans le plan local d'urbanisme qui a été révisé et adopté il y a 1 an. Et ensuite, en les accompagnant sur un plan financier, en apportant les garanties pour qu'ils obtiennent leur prêt. Donc je l'accorde à hauteur de 50%. Et souvent, la région Guadeloupe, le président Chalus, accompagne également en termes de garantie pour aider à ce qu'on puisse construire des logements et combler le retard. Alors, on avait mis une pause, si vous me le permettez, sur la commune de Goyave lorsque je suis arrivé en 2008, parce que le taux de 20% de logements sociaux, on était bien au-dessus. On était autour de 40%. Ah, j'allais Donc, vous poser la question, mais vous voilà. y avez déjà, par rapport à anticipation, répondu. Ah, je suis désolé. non, c'est pas grave. Allez-y alors. Non, allez-y, continue. continuez. Donc, la fameuse loi Borloo. Oui, c'est donc, ça, on oui. était à 40%, il y avait beaucoup de logements sociaux, mais il n'y avait pas les équipements publics qui devaient accompagner en termes d'école, en termes d'équipements sportifs, en termes d'équipements culturels, d'équipements de proximité, en termes de liens sociaux. Donc, on avait mis une pause en disant qu'on va développer particulièrement les résidences, les logements individuels, et on va mettre une pause pour rééquilibrer le territoire de la commune. Parce qu'une commune à vocation rurale qui a 40% de logements sociaux, ça défie toutes les règles économiques. En économie, on vous dit que pour qu'il y ait beaucoup de logements sociaux, il faut qu'il y ait beaucoup de développement économique. Je considérerais que Bémaro puisse avoir 40% de logements sociaux parce qu'il y a une concentration économique forte sur Bémaro. Et sur Goyave, on n'a pas cette concentration-là. Donc, on a adopté cette politique, cette vision politique qui consistait à stopper la construction de logements sociaux pour remonter la vente et assurer un développement économique de la commune. Donc, on travaille là-dessus. Assurer aussi un rattrapage des équipements sportifs, culturels. On travaille également là-dessus. Donc, tout cela est programmé. Et à l'horizon 2020-2030, je pense que Goyave sera une des communes majeures de la Guadeloupe.
Une dernière question d'André-Jean Vidal. Une dernière question, mais j'y tenais. Depuis une dizaine d'années, on remarque que Goyave, qui n'était qu'un bourg et quelques sections, quelques maisons dans les sections, s'est transformé en vraie petite ville. Comment faites-vous ? Je le fais parce que les Goyaviens aiment Goyave et que moi-même j'aime ma commune. C'est ma commune de naissance. Bien sûr, alors, c'est oui. pas un fait. Hein. Mais on pourrait rester dans ce petit cocon. Et là, vous avez décidé de développer dans toutes les plaines qui sont autour de Goyave de l'habitat, Oui. des magasins. Alors on le développe, mais on reste toujours dans l'esprit cocon. Oui. Je vais prendre un exemple. L'école de Christophe qui Prudent. dit que oui, on est toujours prudent. Oui, oui. C'est-à-dire qu'on veut un développement mais maîtrisé Tout à fait. et non pas Anarchique. désordonné, anarchique. Tout à fait. Et donc, pour qu'il y ait toujours ce lien social, pour qu'il n'y ait pas de rupture entre les quartiers. Oui, c'est ça. Donc, on travaille sous des passerelles. Donc, j'ai eu l'occasion d'assister à un séminaire, une formation à Paris sur les passerelles à créer entre les quartiers. Donc, j'ai trouvé de l'existant, mais je fais faire que cet existant ait un lien. Et donc, vous voyez qu'il y a un développement, parce qu'il y a beaucoup de demandes. Tout à fait. D'abord, c'est une fiscalité intéressante. 50% de baisse des impôts à Goyave, des impôts locaux. Quelqu'un qui payait 1 000 € de taxes foncières en 2008, aujourd'hui paye moins de 500 €. Il ne me reste plus qu'à venir m'installer à Goyave. Mais vous pouvez venir. Nous sommes les bienvenus, c'est Vous ça. serez toujours les bienvenus. Et par contre, ce que je vous demanderais, c'est de vivre la cité. Et c'est le travail que nous sommes en train de faire avec la population pour vivre la cité. Donc il faut vivre Goyave. Et c'est ce que nous faisons en ce moment. Monsieur le maire, c'est le moment de notre rubrique 5 minutes en question. Alors, je vous rappelle le principe de cette rubrique. Nous avons un petit chronomètre qui va s'afficher dans quelques instants. Vous avez donc moins de 5 minutes pour répondre au maximum de questions. Alors, attention, top chrono. André-Jean Vidal, première question vous revient. Le parc. Oui. Que faites-vous dans ce parc pour les activités touristiques? Parce qu'on a l'impression que le parc, c'est surtout des opérations privées Ah non, qui le mettent en valeur. au contraire. Le Dites-nous. parc a permis à la Guadeloupe d'être la première destination écotouristique de la Caraïbe en 2007. Le parc a différents labels reconnus et le parc de la Guadeloupe fait partie des meilleurs parcs de France. C'est ce qui m'a valu d'ailleurs, par cette expérience, d'être nommé, d'être élu président des parcs nationaux de France pendant plusieurs années. Donc on est un acteur économique, on est un acteur de préservation de la biodiversité parce que ce sont les fondamentaux des parcs. Mais regardez ce qu'il y a comme équipement, que ce soit sur les mamelles, en termes d'accueil, où on respecte bien les traditions guadeloupéennes, le pique-nique, on a installé des carbets, ce qu'on fait des miches-milles, etc. Regardez les aménagements que nous avons faits à Capesterre. Regardez les aménagements où nous accompagnons les communes maintenant dans leur politique de développement durable. Anse-Bertrand, Mornalo, les Abîmes. Et aujourd'hui, nous avons 15 communes qui ont intégré la charte du parc national et nous avons des demandes. La ville de Bémaro nous demande à intégrer, la ville de Bouillante. Donc vous voyez que c'est à la fois un outil de préservation de la biodiversité, mais c'est à la fois un outil de valorisation du territoire. Et cette valorisation du territoire, nous mettons toute notre ingénierie, tout notre label à la disposition des collectivités. On a labellisé des acteurs économiques avec l'esprit Parc National que j'ai lancé quand j'étais président du Parc National de France et qui permet à des acteurs économiques d'avoir une visibilité à l'international. Et ça marche très très bien. Blaise, il reste exactement 3 minutes et 12 secondes. Alors, juste une question très rapide. Le chlordécone, vous êtes très sensible aux problèmes d'environnement. Est-ce que sur vos terres, vous avez des problèmes de chlordécone? Est-ce que avez-vous identifié les parcelles qui sont contaminées? Oui, identifié, il y a une cartographie qui a été adoptée, et puis ma position à l'environnement m'a permis de travailler beaucoup avec l'ADL là-dessus. Ouais. Donc c'est identifié, on connaît les parcelles. C'est une terre où il y a beaucoup de production de bananes. Tout à fait. Tout est identifié. En revanche, ça n'empêche pas qu'on puisse développer une politique, et c'est cette politique de diversification agricole que nous allons mettre en place avec les jeunes dans les années à venir pour faire en sorte qu'une terre chlordéconée ne soit pas une fatalité. Donc nous sommes tout à fait conscients de ça, et c'est intégré dans notre plan local d'urbanisme. Où sont stockées les algues que vous ramassez pour les sargasses? Alors, d'abord, on les étale sur terrain qui a été identifié et validé par l'ARS, l'Agence régionale de santé. C'est des terres chlordéconées? Non, puisque ce n'est pas des terres chlordéconées pour la plupart. C'est en arrière de plage, parce qu'on ne peut pas les transporter très loin. Et ensuite, ils sont dirigés vers le centre de stockage de Sainte-Rose.
où le groupe Cita Suez les traite. Il reste 1 minute 57 secondes. André Jean. Les aménagements de bord de mer sont favorables au tourisme, mais comment pourriez-vous envisager d'aménager le bord de mer de Goyave alors qu'il y a des sargasses? En fait, j'espère qu'au niveau international, on va trouver une solution à ce phénomène. Mais si ça continue, on vivra avec. On fera des aménagements, il y aura des mesures de protection à faire pour faire en sorte que... Vous savez, moi, je ne considère pas les sargasses comme une gêne durable. Il va falloir, on a eu les poissons-lions, il faut faire avec. Hein. À chaque fois, vous avez un certain nombre de phénomènes qui viennent de la nature. On les mange maintenant, oui, donc mais on s'adapte. les sargasses, on va les traiter, on s'adapte. Mais ça ne doit pas être un frein économique. Ce qui gêne maintenant, c'est l'impression d'inorganisation générale. Oui, c'est ça, oui. Une fois que les gens auront mis les choses et vu le problème d'une manière globale pour la Guadeloupe et pour l'ensemble de la zone Caraïbe, vous verrez qu'on apportera les solutions et que les activités économiques continueront. Il reste moins d'1 minute. Blaise. Vous avez introduit, on a introduit en Guadeloupe sous votre action, avec beaucoup de tintamarre médiatique, le Lamentin. Qu'est-ce que ça devient, Monsieur Ferdi? Alors, le Lamentin. Ce tintamarre médiatique a surtout été validé dans le cadre du programme des Nations Unies pour l'environnement de la Caraïbe. Et lorsque je vous parlais de la Convention de Carthagène, donc j'ai eu l'accord de tous les pays de la Caraïbe. Nous avons eu l'accord de tous les pays de la Caraïbe pour ce projet unique au monde. Alors, en revanche, le programme il continue. Et aujourd'hui, le dossier il est dans les mains de Nicolas Hulot. Puisque nous avons une convention qui devrait être signée avec les Mexicains, qui ont accepté de collaborer avec nous là-dessus. Et la réponse, pour poursuivre le programme ou pas, dépendra du ministre Nicolas Hulot, le muet du sérail. C'est lui qui... Apparemment. Parce que les accords, je ne peux pas signer, ni moi, en tant que président du Parc national, ni le directeur, en tant que directeur, M. Anselme, en tant que directeur du Parc national, on ne peut pas signer des conventions internationales. C'est de la diplomatie qui relève de la compétence du gouvernement. Donc tout est fait, tout le dossier est dans les mains de M. Nicolas Hulot. Si le programme se poursuit, tant mieux pour la Guadeloupe, parce que tout le monde l'attend, la communauté internationale l'attend. Et si le programme, M. Hulot décide de ne pas le poursuivre, ce sera le gouvernement français qui aura décidé de ne pas le poursuivre. Nous voici de retour dans les studios de TVA Jarry. Pour ceux qui nous rejoignent, vous regardez l'émission Face à la presse en partenariat avec le France Antilles. Nous sommes en compagnie d'André Jean Vidal, rédacteur en chef des magazines de France Antilles, ainsi que de Blaise Menjiwa, journaliste à ETV, EFM et RTL. Le maire de la commune de Goyave répond à nos questions. On démarre sans plus tarder cette rubrique tiercée. Alors, monsieur le maire, je vous rappelle le principe de cette rubrique. Vous devez tout simplement choisir un chiffre entre 1 et 10 et une question se trouve derrière. Donc tout de suite, le panneau à la technique. Voilà, un chiffre entre 1 et 10 s'il vous plaît. Le chiffre 6. Le chiffre 10. 6. Pardon. Alors, André Jean Vidal, si vous voulez bien lire la question. Faut-il organiser une journée archipel mort pour que le gouvernement soit sensible au problème des sargasses? C'est la position de certains élus, mais ce n'est pas la mienne. Je crois qu'il faut qu'on continue à vivre, à faire fonctionner l'économie, à intervenir comme il se doit. Donc moi, je ne suis pas favorable aux journées îles mortes. Tout simplement. Tout simplement, parce que vous savez, je regarde les manifestations qu'il y a sur l'Hexagone, il y a des grèves partout, il y a des blocages, mais... Oui, en plus, je crois que le président Macron n'est pas sensible aux manifestations et aux... Pas trop. Je crois pas tellement, ça l'intéresse pas. Il est beaucoup plus sensible au dialogue, peut-être un travail plus poussé des parlementaires, notamment des parlementaires qui sont proches du gouvernement, que ce soit de la Guadeloupe, de la Martinique ou de la Guyane. Je crois qu'il y a un travail plus important à faire au niveau parlementaire. Hein. C'est eux qui devraient être plus souvent à Paris que nous pour justement bien expliquer les choses. Mais le tout, c'est une question d'explication, de discussion et de prise de conscience. Et vous pensez que Mathiazin, Théophile, Bénin, Jasmin, ils n'actionnent pas vraiment les bons réseaux? En tout cas, je sais qu'ils travaillent beaucoup. Ils font des interventions même dans les questions au gouvernement. Bon, après, c'est de pouvoir appuyer suffisamment sur le gouvernement pour qu'il considère que nous sommes dans une situation de crise et non pas dans une situation classique de réveil de la nature. Donc, ils font des interventions et d'abord, je tiens à les remercier de ces interventions et les encourager à en faire encore plus. Voilà. D'accord. Alors, on tire un deuxième numéro, toujours un chiffre entre 1 et 10. Évidemment, vous ne pouvez pas choisir le 6. Le 1. Que se cache-t-il derrière la question numéro 1 ?
Le parc national dont vous êtes le président est-il attractif pour le touriste? Très. Le parc national est très attractif pour le tourisme, d'autant qu'on accompagne la région dans sa politique touristique. Et vous savez que la clientèle américaine est très, très, très friande. Les touristes américains sont très friands des parcs nationaux. Oui. Et ce label international que nous avons nous fait faire la différence avec un parc naturel régional. Et lorsque les touristes viennent, ils se disent, est-ce qu'il y a un parc national? Première question. Ensuite, au niveau santé, est-ce que l'eau est de qualité? Est-ce qu'il y a un hôpital? Et donc, on part de cela. On a fait faire des sondages. Alors, vous répondez quoi, en fait, pour l'eau? Oui, ils peuvent venir et ils ont satisfaction. J'ai eu l'occasion de me rendre à New York, à Tour France, qui accompagne le gouvernement français sur la politique touristique. Et il m'avait demandé en tant que président du Parc national de venir présenter aux autorités américaines ce que nous avions en termes de structure d'accueil. Et qui plus est, le Parc national de la Guadeloupe arrive à être valeur d'exemple parce que, par exemple, avec le Canada, il y a des agents des parcs nationaux canadiens qui sont venus ici en immersion pour voir comment on était organisé en termes d'accueil touristique. Donc, ça marche très bien. C'est ces deux questions-là qui sont posées par les touristes oui, ils en posent pour l'eau et pour l'hôpital. Ils se posent la question. Ils regardent quelle destination dans la Caraïbe où il y a un parc national. Pas tous les touristes. Hein. Vous comprenez bien que je n'ai pas donné l'exclusivité au parc national. Ceux qui sont intéressés par les espaces naturels se disent, est-ce qu'il y a un parc national? Oui. Ensuite, est-ce que l'eau est de qualité? Parce que les Américains sont très attachés à tout ce qui est de nutrition, même si on connaît la malbouffe, mais bon, peu importe. Et après, ils se disent, si je suis malade... Oui, mais il y a du chlordécone. Si je suis... Mais oui, non, mais c'est traité. C'est traité. Et si je suis malade, est-ce qu'il y a des conditions sanitaires? Et la Guadeloupe réunit pour moi, je reste positif, toutes ces conditions-là. Et donc, ils viennent volontiers et de plus en plus de touristes viennent. Et le travail que nous faisons avec le Parc national, notamment sous la Charte européenne pour le tourisme durable, c'est de faire venir les gens découvrir ce côté montagne et mer de la Guadeloupe, puisque le Parc national, ce n'est pas qu'uniquement la partie terrestre, mais il y a aussi la partie maritime. Savez-vous que les îles des Pigeons sont sous gestion du Parc national? Ce qu'on appelait à l'époque réserve Cousteau, Tétal, Anglais, Idékawan, le grand cul de sac marin, les 4000 hectares de mangroves. Alors justement, il y a une problématique avec les poissons lions. Oui. Que fait le Parc national pour lutter contre ce poisson? On a beaucoup travaillé là-dessus aussi, dans le cadre de la Convention de Carthagène pour la gestion de la mer des Caraïbes. Et les premiers poissons lions ont été découverts par des agents du Parc national de la Guadeloupe. Alors le phénomène est d'une ampleur importante. Donc on accompagne les marins pêcheurs, on les capturait au départ, mais vu la quantité, puisque c'est un phénomène caribéen, on a décidé de voir les autorités sanitaires, on dit qu'il faut les commercialiser, il faut les manger pour les éliminer, sous des conditions, des règles à respecter. Et donc nous on a fait notre travail. Donc les premiers poissons lions vus et capturés ont été par des agents du Parc national de la Guadeloupe. Alors ce que nous avons fait avec les marins pêcheurs, c'est qu'on les accompagne dans une politique de pêche durable. Par exemple sur la réserve de Fajou. Là, on protège, les agents interviennent, surveillent le phénomène de poisson lion. Vous avez beaucoup plus de poissons au niveau de la réserve de Fajou qu'ailleurs. Et ensuite, ce qu'on demande aux marins pêcheurs, c'est de tendre leur nasse et filets à l'extérieur pour récupérer les poissons. Et là, vous verrez qu'il n'y a pas une présence forte de poissons lion parce que sous les milieux protégés, on met les moyens en effectif pour lutter contre ce genre de phénomène. Mais le problème, c'est des kilomètres de carrés d'espace maritime, on ne peut pas gérer ça. Voilà, on ne peut vraiment pas le gérer. Troisième tirage de numéro. Je prends le numéro 9. Le numéro 9. Blaise, si vous voulez bien lire la question qui se cache derrière le numéro 9. Comment analysez-vous cette non-mobilisation de Nicolas Hulot pour l'invasion des Sargasses aux Antilles? On a discuté tout à l'heure, et donc, comme je vous ai dit, il est sollicité, et des réponses qu'il apporte, c'est que ses services suivent le préfet de région, rencontre, etc., au gouvernement. Donc maintenant, j'ai entendu la position des élus, et moi, encore une fois, ce que je vous dis, c'est qu'on aurait voulu, symboliquement, qu'il y ait une réaction du ministre de l'écologie. Parce qu'il n'a fait aucune déclaration jusqu'à présent. Malheureusement, il se déplace. C'est quand même un problème qui touche à la santé de la population. C'est un vrai problème de pollution que nous avons là. Pourquoi il ne réagit pas? Son secrétaire d'État est venu, Sébastien Lecornu, s'est déplacé. Mais il est important que la population et que les élus aient une réponse directe du ministre. Donc oui, il est sollicité pour qu'il puisse venir se rendre compte des vraies réalités. Bon, après, c'est une question d'hommes.
Et donc, Nicolas Hulot, en tant que ministre, il estime que je trouve ça dommage. Mais ça ne m'empêche Psychologiquement, pas, le cornu, c'est pas Hulot. Hein. Comment? Psychologiquement, pour les jambes, le cornu, c'est pas Hulot. Hulot, Non, c'est pas Hulot, mais c'est quasiment une icône. Le cornu, c'est un inconnu. Oui, parce que Nicolas Hulot a représenté pendant des années, c'est un petit peu la garantie écologique du gouvernement, on le sait, parce qu'il a représenté beaucoup pour l'écologie et puis les gens ne comprennent pas. Bon, ceci étant, il a beaucoup plus de responsabilités en ce moment. Mais sur des phénomènes comme ça, que ce soit après Maria, que ce soit après Irma, que maintenant avec les sargasses, la présence du ministre de la Transition écologique et solidaire serait à la fois symbolique, mais permettrait d'avoir des réponses plus rapides. Beaucoup plus rapides. Vous avez dit ministre de l'économie et de la transition écologique et solidaire. Et solidaire. Absolument. Apparemment, il n'est pas solidaire. Il n'est pas solidaire. C'est lui qui a choisi ce titre-là. Et comme je vous dis, maintenant les services travaillent. Et nous, les élus, nous prenons nos responsabilités. En tout cas, pour ce qui me concerne, je prends les miennes. Oui, enfin, vous travaillez vraiment, eux, ils travaillent, semble-t-il. Ils travaillent, semble-t-il, vous travaillez vraiment. Je ne peux pas juger. Je ne peux pas juger. Voilà, moi, je juge mon travail et je demande aux autres de juger l'efficacité de mon travail. Voilà. Je sais que je m'investis. Je sais que quand la population me demande de venir, je viens. Bon, après, Nicolas Hulot, ce n'est pas un homme politique, politicien, comme on les connaît, mais ça fait partie de la fonction. Et c'est peut-être ça que ses conseillers devraient lui dire. Il y a des choses qui font partie de la fonction. Il y a des présences dont la population a besoin à un moment donné. Même si on n'a pas la solution immédiatement, mais une présence permet de voir les choses, de rassurer et d'aller plus vite dans les procédures. C'est François Mitterrand qui disait en 1989, après le passage de l'ouragan Hugo, qu'aucune procédure, aucune obligation ni de tradition procédurière ne saurait être respectée dès lors que l'urgence est reconnue comme une obligation nationale. Et l'urgence pour Nicolas Hulot, c'est de venir sur le terrain et de prendre les décisions qui s'imposent. Il y a les moyens de faire. Alors faisons. Merci pour ce tiercé. Nous passons maintenant à la rubrique de l'ordonnance. Alors, je vous rappelle le principe, monsieur le maire, de l'ordonnance, c'est qu'il faut donner simplement une prescription, votre prescription. Et quelle serait votre prescription, justement, pour en finir avec les sargasses? En 5 points. D'abord, il faut un plan coordonné. D'abord au niveau de la région Guadeloupe, du territoire guadeloupéen, et ensuite un plan au niveau caribéen. Parce qu'il est évident que ce phénomène, c'est un phénomène qui ne peut avoir de réponse que d'État à État. Et ensuite, ces plans, on les décline, et nous, au niveau des collectivités, on les met en application, avec des moyens d'État. Aucune commune de Guadeloupe ne pourra seule lutter avec ses propres moyens financiers contre le phénomène sargasse. Donc ce plan d'État pour le territoire de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, coordonné au niveau de la région Caraïbes. C'est déjà prévu dans le cadre de la Convention de Carthagène depuis décembre 2014. Et ensuite, on les décline, on met des moyens. J'entends dire que ce n'est pas évident de prendre en mer. J'ai eu à solliciter le secrétariat général de la mer pour leur dire que des moyens maritimes militaires importants existent et qu'on pourrait les mettre dans la lutte contre les sargasses. Il suffit de prendre des moyens militaires. Oui, on en a des frégates, des bateaux, etc. On aurait pu le faire pour l'hôpital. Est-ce que c'est le rôle de l'armée? C'est le rôle de l'armée de prêter secours à la population française. À la population française. C'est ça le rôle de l'armée. Le rôle de l'armée, ce n'est pas de faire la guerre. Donc dans votre prescription, c'est d'envoyer l'armée? Oui. Non, ce n'est pas d'envoyer l'armée. C'est de faire en sorte que le secrétaire général de la mer puisse participer au plan de coordination sur la zone économique exclusive, les eaux internationales. Là, on a des moyens plus importants, plus conséquents. Et plus on descend vers le littoral, c'est-à-dire vers la commune, plus les moyens seront moindres, adaptés. Là, on a fait une convention avec les marins-pêcheurs pour travailler là-dessus. Ils viendront poser des filets, etc. Mais ce ne sont pas les petits filets qui vont régler le problème, puisque la quantité qui arrive, dévions les choses. Faisons une action dans les eaux internationales, au début de la zone économique exclusive, jusqu'à arriver au littoral. Ça va nous éviter des tonnes et des tonnes de déchets. Ensuite, une perspective. Lorsqu'on a dit, ça fait un moment qu'on parle de savoir comment gérer maintenant la vie sur le littoral. Quasiment toutes les communes de Guadeloupe sont des communes de littoral, y compris, sauf Saint-Claude. Même les Abîmes, pour moi, c'est une commune de littoral. Alors, comment, dans notre politique d'aménagement, avec la région Guadeloupe, avec l'État,
comment orienter ce transfert voilà, à l'avenir. Est-ce qu'on pourra continuer à construire sur le littoral? Moi, j'ai pris la décision, dans le cadre du plan local d'urbanisme de ma commune, de dire que progressivement, on va vers l'intérieur des terres. Ça sous-entend qu'il faudra revoir le schéma d'assainissement, tout, le bâti, la délocalisation. On commence, voilà un exemple de délocalisation d'une école, et on va continuer avec la population. Donc ça, il faut qu'on le mette dans un schéma de cohérence sur l'ensemble de la Guadeloupe. Est-ce qu'on continue comme ça? Lorsque j'ai entendu Nicolas Hulot dire oui, mais l'outre-mer, ce sont des territoires, après Irma, vu l'intensité, où il faudra penser à ne pas habiter. Non, ce n'est pas ça la réponse. Moi, je suis pour rendre les territoires résilients. La résilience, ce n'est pas uniquement par rapport à un ouragan. La résilience, c'est aussi par rapport à des phénomènes de pollution, comme les algues sargasses. Donc, rentrons dans une démarche de résilience et préparons le territoire à tout ce dérèglement climatique. Là aussi, ça doit rentrer dans le plan d'action que nous aurons à conduire à plusieurs échelles. Dans ce plan-là, il doit y avoir plusieurs échelles. Ce que je reproche au plan Sargasses, décidé par Mme Girardin, c'est qu'il n'y a pas d'échelle. Il n'y a pas d'échelle. On n'est pas venu prendre les éléments dont je disposais pour pouvoir les mettre et faire par palier. On part du littoral, de la commune, et on finit dans la grande région Caraïbe. Mettons des échelles. Et ce plan Sargasses gouvernemental n'a pas d'échelle. Et vous verrez qu'il ne sera pas d'une grande efficacité. À chaque fois, on dira, oui, mais j'ai donné 175 000 € à Terre de Bas. Ensuite, j'ai donné 500 000 € à la Riviera du Levant. Mais on n'aura rien réglé comme problème parce qu'il n'y a pas une vision globale. Donc, traitons le problème des Sargasses dans sa globalité, c'est-à-dire de la source jusqu'à la zone de pollution qui sont les Antilles, les autres pays de la Caraïbe. Donc, voilà. Bien. Une prescription, André-Jean Vidal, pour J'ai le oublié, Franc-Senti. excusez-moi, Oui. Permettez-moi juste d'insister, de donner encore plus de moyens aux scientifiques. Là aussi, donner plus de moyens aux scientifiques. Une coordination sous les universités de la Caraïbe. Plus de moyens de recherche pour qu'on ait de la connaissance, mais pour qu'on ait aussi. Et puis, dernier élément dans ce plan Sargasses, avec toutes les déclinaisons, toutes les échelles, c'est d'introduire les acteurs économiques. Je discutais avec une multinationale comme le groupe Suez Environnement qui ont une pratique en termes de lutte contre les pollutions. Pourquoi on ne sollicite pas les entreprises locales ou multinationales qui ont déjà des réseaux, qui ont déjà une ingénierie, qui ont déjà les équipements pour agir aussi face à ce phénomène Sargasses? Je ne vois pas beaucoup. Alors on les appelle à la dernière minute, on leur dit allez, achetez un bateau pour régler ça aujourd'hui. C'est pas comme ça. Il faut qu'on ait un modèle économique à définir et à développer. Et je trouve qu'on ne donne pas assez de place aux acteurs économiques aussi dans la lutte contre les Sargasses, parce que ça devient une activité économique que de lutter contre les phénomènes Sargasses. Donc voilà les orientations que j'aurais mis dans ce plan, que j'aurais décliné local, régional, international. André-Jean Vidal, une prescription pour le Franc-Senti. Malgré les aléas, l'eau, excellente qualité mais rare, la chlordécone prégnante, les sargasses envahissantes, il faut penser tourisme, néanmoins. La vie continue. Comment faire, quelle prescription feriez-vous pour que la Guadeloupe soit une destination verte? Elle est déjà une destination verte, mais il faut poursuivre le travail. Intégrée. Verte et intégrée, poursuivre ce travail de labellisation, comme on l'a fait avec le Parc national de la Guadeloupe, poursuivre ce travail de coordination. C'est-à-dire que quand on dit on fait de la publicité, on fait de la promotion pour les touristes, il faut que le touriste trouve une adéquation entre l'offre qui lui a été proposée et le produit qu'il trouve sur place. C'est ça. Donc la structuration du schéma du tourisme est en train de se faire, donc il faut qu'on poursuive, je crois, dans ce sens-là. La Guadeloupe est une destination verte, avec la particularité d'avoir plus d'atouts que d'autres pays de la Caraïbe, comme Saint-Domingue. On a un concurrent direct Saint-Domingue, mais on a beaucoup plus d'atouts que nous pouvons mettre en valeur. Le dernier voyage que j'ai fait à Saint-Domingue à l'invitation de l'ambassade de France m'a permis de voir que les Dominicains sont en train de faire un effort considérable pour leurs équipements dans les espaces naturels, les équipements d'accueil touristiques, parce qu'ils se disent qu'il n'y a pas que la mer, il n'y a pas que les plages. Donc oui, là-dessus, je crois qu'on a des atouts. On a un fort potentiel. Maintenant, il faut bien coordonner cela. Mais on ne peut pas coordonner seul. Il faut coordonner avec tous les acteurs. Blaise Menjiwa, une prescription pour EFM RTL. Alors, la prescription,
que je poserai, c'est en votre qualité de président du parc, national et en même temps vice-président de la biodiversité. Nous avons un problème avec notre chlordécone. Quelle prescription vous pouvez faire pour la Guadeloupe pour dépolluer le sol de la Guadeloupe de ce pesticide? Malheureusement, on n'a pas trouvé de procédé qui permette de faire une dépollution à une si grande échelle. On a eu des pollutions industrielles sur des superficies plus courtes et ça, la France a un savoir-faire. Et donc, la solution n'a pas été apportée. En revanche, il va falloir maintenant qu'on rentre dans une démarche de résilience. Comment vivre avec le chlordécone ou la chlordécone, ça dépend dans quel sens qu'on veut le dire. Et on peut vivre avec. On a vu au niveau de santé que l'ARS donne les définitions, apporte des réponses. Mais sur un plan économique, il y a matière à diversification. Lorsque j'ai révisé, j'ai établi mon plan local d'urbanisme, on m'a dit, mais enlever de territoires agricoles, déclasser toutes les terres, chlordéconer pour les rendre constructibles. C'est pas du béton qu'on va manger dans quelques années s'il y a un problème qui coupe la Guadeloupe du reste du monde. Donc on peut faire de l'agriculture sur ces terres chlordéconées. Il y a des procédures. Le lycée agricole de la Guadeloupe fait un travail important. On peut former nos jeunes à ce nouveau concept de culture. C'est une agriculture particulière qu'il faut faire avec des trucs qui ne sont pas en terre. Hein, on peut le faire. L'agriculture, ce n'est pas uniquement planter des ignames et des patates. Hein. Je vois l'agriculture à un autre niveau. C'est un autre produit, regardez ce qui se passe à Silicon Valley. Ils sont en train de faire de la recherche pour avoir une autre forme d'agriculture. Donc l'agriculture alimentaire, mais vous avez d'autres formes d'agriculture aussi qui peuvent contribuer à développer les produits cosmétiques, développant tout ce qui est ressources génétiques qui nous permettent de faire déposer des brevets. Donc il y a une économie agricole nouvelle à organiser autour de ces points négatifs de pollution. Et chaque fois, je vous dis qu'il y a une pollution, qu'il y a un dérèglement, ça ne doit pas être une facilité. Ça doit nous permettre de rebondir et de définir une nouvelle politique. Oui, je peux vous dire une chose, je crois qu'il y a de l'avenir pour l'agriculture en Guadeloupe, même avec des terres chlordéconées. 2 tiers de ma commune, c'est des terres agricoles et des espaces naturels. Si je n'y croyais pas, j'abandonnerais, parce que ça voudrait dire que ma commune est condamnée à n'avoir aucun développement économique. Or, je suis persuadé que nous pouvons faire une nouvelle forme d'économie agricole diversifiée, et ça va marcher. Merci Monsieur Ferdi Louisi pour vos prescriptions. Merci d'être venu ici dans les studios de TV.